Manger sain et pas cher peut s'avérer être un casse-tête lorsqu'on n'a pas les bonnes adresses. Et encore plus quand on a des petites bouches à nourrir et une charge mentale quotidienne à ce sujet. Et si je vous disais que j'ai trouvé la marque qui mêle produits aux ingrédients vérifiés et savoureux, de multiples références et des prix compétitifs tout au long de l'année. C'est là que Casidomi entre en jeu. Casidomi, c'est plus de 4000 références allant de produits pour la maison aux produits de beauté, en passant par l'alimentaire sans additifs et bio, des prix avantageux tout au long de l'année et un système d'adhésion, des saveurs uniques que l'on ne retrouve pas partout. Depuis quelques semaines, c'est donc une joie de créer de jolies recettes colorées et d'impacter ma famille de manière positive. D'ailleurs, avec le code LOWFROMPARIS20, je vous offre 20 € de réduction sur votre abonnement. Hyper intéressant. Ensemble, accélérons la transition vers des modes de consommation plus sains et respectueux de la nature. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram LowFromParis, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. À moins de 40 ans, elle apprend qu'elle a un cancer du sein mais décide de se battre pour le transformer en opportunité. C'est le parcours empli de résilience de Géraldine Dormoy, journaliste, coach et auteure. Alors qu'elle travaille chez l'Express et tient son blog Café Mode, Géraldine passe une mammographie de contrôle. On lui détecte une anomalie et elle apprend très vite qu'elle a un cancer. S'ensuivent plusieurs étapes très difficiles qu'elle extériorise dans un livre qu'elle nomme « Un cancer pas si grave ». Durant son combat contre la maladie, Géraldine découvre le pouvoir de l'écriture introspective pour diminuer son stress et faire naître de nouvelles idées. Une fois guérie, elle décide d'oser changer de vie, quitter son job chez l'Express et se lancer à son compte. Aujourd'hui, Géraldine est journaliste freelance chez Marie-Claire et coach digital à travers plusieurs ateliers sur l'écriture. Et surtout, elle est parfaitement alignée. Dans notre interview, vous découvrirez notamment la façon dont son cancer a été un accélérateur de vie, les bénéfices de sa méthode d'écriture flot de pensée et la façon dont vous pouvez l'utiliser, ses conseils pour trouver son ton et faire grandir sa communauté, ses meilleurs conseils de freelance pour trouver des clients. Bravo Géraldine. Et merci à l'hôtel Baumann de nous avoir accueillis dans son si bel établissement pour l'enregistrement de cet épisode. Belle écoute. Bonjour Géraldine. Bonjour Laura. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. On est dans une magnifique chambre à l'hôtel Baumann. Des conditions idéales pour enregistrer. Moi, je t'ai découverte, Géraldine, dans les années 2010 via ton blog Café Mode. Et depuis, j'ai suivi de loin toutes tes aventures personnelles, tes aventures professionnelles, toujours avec énormément de plaisir puisque tes mots et tes émotions me touchent particulièrement. Je suis abonnée notamment à ta newsletter que j'aime beaucoup. C'est un honneur du coup de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. D'abord, comment vas-tu ? Merci pour cette introduction très très gentille. Ça va très bien, merci Laura. Je suis très contente d'être là effectivement dans cette chambre très accueillante.
Bon, il pleut, donc peut-être que vous entendez les petites gouttes de pluie, mais ça va faire partie de l'ambiance sonore, c'est pas grave. Très cosy. De quelle manière, Géraldine, tu te présentes aux inconnus? Professionnellement, moi, je suis journaliste, autrice. J'ai écrit 2 livres et coach digital. J'aide les personnes à être, à s'exprimer plus facilement sur Instagram. Je fais des ateliers aussi où je pense que je me cherche beaucoup et je ne peux pas m'empêcher de partager ces recherches sur Internet. Et donc, au fil du temps, depuis presque 20 ans, une communauté se reconnaît dans ma recherche et on cherche ensemble. Et cette communauté très fidèle a est passée d'une plateforme à l'autre. En fait, j'ai commencé par le blog et puis il y a eu les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, plusieurs newsletters et je suis très reconnaissante aux personnes qui, comme toi, m'ont découvert en cours de route et ont pris le train en marche et je pense qu'on se fait du bien en essayant d'aller mieux. Toutes ensemble. Exactement, c'est très joliment dit et c'est exactement ça. Je pense que je t'ai pris un bout de ton introspection et après j'ai suivi comme un fil qu'on déroule et on se laisse embarquer par toi et puis aussi ta vie de famille, ton enfant dont tu parles aussi avec beaucoup de délicatesse en même temps en disant un peu mais pas trop, c'est toujours avec un juste équilibre. Avant qu'on parle bien sûr de plusieurs thématiques que j'ai envie d'aborder avec toi, est-ce que tu peux revenir sur les éléments de ton histoire et de ton parcours qui te rendent singulière et qui surtout permettent de te découvrir un petit peu plus? Alors, on va essayer d'être synthétique. Tu commences où tu veux. Donc moi, je suis née en 1976 à Paris. J'ai grandi en région parisienne et en fait, j'ai découvert tard ce que je voulais faire. Je suis une late bloomer. J'ai fait un bac B, ce qui a été après un bac ES. Donc j'ai fait une prépa HEC et j'ai fait Sup de Corinthe, une école de commerce, parce que c'était une voie généraliste qui laissait la porte ouverte à beaucoup de choses. Et puis la prépa a été un moment très difficile, mais qui permettait une grande stimulation intellectuelle. Donc ça me plaisait, même si j'en ai bavé. Et sauf qu'après l'école de commerce, j'étais pas très avancée. J'avais une passion pour la mode, mais que je n'assumais pas parce que c'était une époque, les années 90, où la mode était moins présente dans l'espace public. C'était quelque chose qui était perçu comme bien plus frivole qu'aujourd'hui. LVMH, Kering n'étaient pas encore les 2 grands groupes. Ils étaient en train de se constituer, mais ça n'avait pas le même poids économique et donc ça n'était pas considéré comme très sérieux et j'ai attendu plusieurs années pour finalement me dire bon, tu vas faire l'Institut français de la mode, un master pour avoir une sorte de reconnaissance, pour être estampillée sérieuse avec une culture mode, parce que c'était quelque chose auquel je m'intéressais depuis très très longtemps, depuis l'enfance. J'ai fait l'Institut français de la mode et là j'ai eu l'impression d'être dans mon élément, d'être avec des personnes qui étaient aussi passionnées que moi et les choses un peu plus marrantes ont commencé et au même moment j'ai ouvert mon blog, c'était en 2005, donc j'avais un peu moins de 30 ans et c'est aussi le moment où j'ai rencontré mon mari, en 2003, Marc, et donc les choses se sont mises en place au début de la trentaine en fait. Okay. Après l'IFM, j'ai écrit mon blog. Je me suis beaucoup investie sans savoir ce que ça allait donner, parce que c'était une époque où c'était la grande période des blogs mode, mais il n'y avait pas de modèle économique. Donc je me suis lancée par passion parce que j'avais envie de partager mon goût pour la mode et ça a bien plu. Et c'est comme ça que j'ai pu me faire repérer par l'Express et que j'ai intégré la rédaction digitale en 2009 et que je suis devenue journaliste mode
mode, alors que je n'avais pas de formation de journaliste. C'était juste que j'écrivais au quotidien sur ce blog. Et je suis restée plus de 10 ans à l'Express. Je suis devenue, j'ai chapeauté l'équipe de journalistes qui s'occupait de toute la partie art de vivre du site. Ça a été des années extrêmement riches, intéressantes, où j'ai appris un métier, donc le métier de journaliste, le métier de rédactrice en chef, lifestyle, et en même temps, j'étais dans un secteur qui allait de plus en plus mal. Le secteur de la presse est vraiment en perdition. Il y a quelques institutions qui perdurent, mais sinon Internet a vraiment est encore en train de faire un grand ménage dans cette profession, et donc ça c'était de plus en plus difficile d'y travailler dans des bonnes conditions, mais comme j'étais très passionnée par mon métier, j'arrivais pas à partir. Et il se trouve que en 2017, j'ai eu un cancer du sein qui m'a mise face à tout ce qui était trop contradictoire dans ma vie, et qui faisait que il y avait un mal-être que moi je me suis expliqué. Enfin, j'ai voulu trouver un sens à ce cancer, en me disant qu'il y avait des choses à ajuster, il y avait des transformations à opérer, et donc j'ai eu la chance que ce soit un cancer pris à temps, un cancer que j'ai moi-même défini comme pas si grave, puisque j'en ai tiré un livre. On va en parler que j'ai intitulé comme ça, un cancer pas si grave. Et ça a été le début d'une transformation assez profonde dans pas mal de domaines de ma vie. Et justement, quand tu penses à la Géraldine, justement, jusqu'en 2017, donc qui a son blog, qui travaille chez l'Express, comment tu te sens? Moi, au quotidien, j'étais très heureuse parce que j'avais mon mari avec qui tout se passait bien. J'avais mon fils, donc j'ai un fils qui a aujourd'hui 12 ans, avec qui tout se passait bien aussi. J'avais un métier qui je me sens et je me sentais profondément journaliste, donc je me sentais à ma place. Et en même temps, je traînais des choses des conflits non résolus. J'avais toujours des troubles du comportement alimentaire qui faisaient que ça m'empoisonnait littéralement la vie, parce que j'arrivais pas à réguler ma consommation de sucre. Je mangeais trop sucré et mon corps le supportait de moins en moins. C'était quelque chose qui était difficile au quotidien, mais on a toujours des problèmes. Voilà, donc c'est ça. C'était pas non plus. J'avais une vie qui me plaisait bien, et la vie à la rédaction de l'Express, je m'entendais très bien avec mes supérieurs, avec mon équipe. Je suis restée en très bon terme avec tout le monde quand je suis partie. Donc vraiment. Ouais, le petit signal à la limite, c'était l'alimentaire, quoi. C'était ce rapport à la food, et encore. Hein. Non, mais en même temps, il y avait des choses. Dans mon métier, profondément, il y avait des choses souterraines qui n'allaient plus. Donc. En 2017, du coup, un aléa arrive, négatif, mais en même temps positif, on va en parler, un cancer du sein, qui est transformateur dans ton parcours. Est-ce que tu peux me raconter, alors, je parle de mot cataclysme, parce que c'est comme ça que je l'appellerais, mais peut-être que ça va pas du tout être le mot que tu vas employer. Mais est-ce que tu peux me raconter ce cataclysme et les jours qui s'en suivent? Oui. Oui, si, c'est un cataclysme. C'est le ciel qui te tombe sur la tête sur le moment. On peut pas. C'est quelque chose de gros. Donc c'était en novembre 2017. Donc ça fait pile 6 ans ce mois-ci. C'est peut-être même, on est vraiment, vraiment dans les jours, presque exactement. Moi, j'ai des seins qui, j'avais une poitrine avec une densité, des seins très fermes, qui faisait que même à l'autopalpation, on pouvait pas sentir s'il y avait quelque chose de suspect ou pas. Et donc, à partir de 40 ans, à l'époque, j'avais
je sais plus, 41, 42 ans, j'étais jeune, mais je faisais déjà régulièrement des mammographies de contrôle parce que ma gynécologue m'avait dit, avec les seins que vous avez, il faut les faire surveiller parce que vous ne pouvez pas identifier vous-même s'il y a une anomalie. Et donc, ça faisait plusieurs années que ça durait, qu'elle m'avait dit ça, et donc moi, je faisais des mammographies, des mains dans les poches parce que c'était devenu une formalité et les premières fois, on a peur et puis après, on fait ça tout à fait naturellement. Sauf que cette année-là, on a repéré une anomalie et on m'a fait une biopsie dans la foulée, le même jour. Donc j'étais allée au centre Jura à Paris, dans le 17e. Je donne le nom parce que vraiment, j'ai été particulièrement bien accueillie et suivie là-bas. Donc c'est un centre que je recommande beaucoup parce qu'ils ont un super matos, une super équipe, très humaine, et donc ils ont fait des tests, ils ont analysé ce qu'ils ont prélevé, et une semaine après, je savais que j'avais un cancer du sein et qu'il fallait l'opérer, et on m'a orientée vers une équipe qui a su très bien s'occuper de moi à la clinique Saint-Jean-de-Dieu à Paris, donc une clinique à taille humaine avec des médecins qui ont été très très importants pour moi et que je continue de voir aujourd'hui. Et on a dû me faire une mastectomie du sein gauche, de la chimio, de la radiothérapie et de l'hormonothérapie. Donc, je continue d'être sous tamoxifène, de l'hormonothérapie que je supporte bien, que j'ai la chance de bien supporter. Et je me fais surveiller tous les ans. Donc, j'ai pris ça très au sérieux. Ça a été une épreuve, mais en même temps, très tôt, j'ai décidé que j'allais essayer d'en tirer le plus de positif possible, que ça n'allait pas pouvoir être que du négatif. Et comment on parvient à se dire qu'on va être positif ? Je pense que j'ai une tendance naturelle à l'introspection. Okay. Qui fait que j'étais quand même bien armée parce que j'allais bien dans ma vie. Ouais. Parce que ça faisait plus de 20 ans que que je suivais une psychothérapie, donc j'avais un psy avec qui j'avais déjà beaucoup déblayé le terrain en fait, et qui a pu être d'un grand soutien. J'étais entourée d'une famille aimante. Mon mari a été vraiment exemplaire. Donc j'avais beaucoup de ressources en fait pour pouvoir faire face à tout ça, et j'avais une curiosité. Je me demandais vraiment qu'est-ce que ça allait ouvrir en moi. Je l'ai perçu comme un voyage intérieur. Qu'est-ce que j'allais apprendre de moi grâce à quelque chose qui n'était pas, c'était pas un cadeau, c'était pas, je m'en serais bien passé, mais puisque c'était là, comment est-ce qu'on allait transformer ça en opportunité ? Tout à fait. Et on dit d'ailleurs qu'il faut savoir accepter les choses pour aller de l'avant et guérir. Est-ce que on arrive toujours à accepter, et est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation ? Moi, je suis pas trop dans la colère, et donc oui, j'acceptais. C'était pas ça l'enjeu pour moi, c'était plus d'accepter la peur, parce qu'on a tout un tas de peurs qui surgissent, et moi je dois composer avec mes peurs, et j'en ai beaucoup. Mais l'acceptation, oui, j'étais pas dans un sentiment de oh c'est injuste. Moi je me suis dit grâce à l'attitude des médecins, j'ai été très vite rassurée sur le fait que, a priori, je n'allais pas mourir de ce cancer-là. C'était pris à temps, j'allais être bien soignée. C'était un cancer qui se soignait bien en France. En revanche, ça allait transformer beaucoup de choses. Et en plus, moi, je me souviens quand t'as annoncé que ton cancer, j'étais toute jeune, j'ai 35 ans aujourd'hui, mais j'avais moins de 30, donc je me sentais pas vraiment concernée. Mais je me souviens par contre que t'étais une des premières finalement qui l'annonçait publiquement et qui en parlait publiquement, on va dire dans les
créatrice de contenu, influenceuse. Depuis, il y a eu Émilie Brunette, et c'est vrai que du coup, je me mets à ta place et t'avais pas forcément d'identification, t'avais pas forcément de personne à qui en parler. Alors c'est vrai qu'on en parlait moins qu'aujourd'hui parce que la parole se libère d'année en année grâce aux réseaux sociaux sur tous les tabous, en tout cas beaucoup de tabous. Et le cancer en est un. Il y avait quand même certaines voix qui, moi, m'ont aidée, comme celle de Charlotte Husson, la créatrice de Mister K. Moi, j'ai pas annoncé mon cancer en direct. J'avais eu besoin de digérer la nouvelle parce que vraiment, on a une phase de sidération qui fait que je voulais vivre ça hors ligne. Et j'avais mis 3 mois. Je n'en ai parlé que après mon opération et de mastectomie et j'avais été surprise de voir la vague d'amour que j'avais reçue de ma communauté. Et même au-delà de la communauté, c'était le soutien de femmes passées par là, où tout d'un coup il y avait une sororité parce qu'on avait un ennemi commun. Et Charlotte Husson avait vraiment fait partie de ça. Elle m'avait tout de suite tendu la main et à un moment où on est particulièrement vulnérable et où elle savait de quoi je pouvais avoir besoin, donc c'était, oui, on en parlait moins, mais il y avait déjà une solidarité féminine qui était vraiment notable. D'accord. Tu dis dans ce livre que tu as écrit Un cancer pas si grave. Déjà, j'ai envie de revenir sur le titre. Pourquoi ce titre ? Parce que je me suis entendue le dire à beaucoup de personnes qui étaient vraiment désolées pour moi quand je disais que j'avais un cancer, et elles étaient presque plus sonnées que moi, et je m'entendais dire non mais tu sais, c'est quand même pas si grave, et il se trouve que je sais que c'est un titre qui a pu choquer. Ça n'est pas le cancer n'est pas grave, c'est mon cancer à moi n'a pas été si grave, et je veux saluer ça. Je veux être reconnaissante à mon corps de m'avoir fait traverser un cancer, mais c'était un cancer qui n'était pas si grave parce que l'imaginaire autour du cancer est tellement fort que on voit, dès qu'on parle de cancer, on voit la mort, et c'est encore très souvent et trop souvent meurtrier. Mais ça n'est pas parce qu'on vous annonce un cancer que vous allez forcément mourir de ce cancer. Oui. Et donc, moi, je trouve très important qu'il y ait le maximum d'histoires de cancer racontées, dites, pour que chacun se fasse une idée plus subtile du cancer, et que ça ne soit pas qu'une histoire unique où qu'un cancer égale mort. Non, on a la chance de vivre dans un pays où beaucoup de cancers sont bien soignés, et il y a encore des cancers du sein qui sont extrêmement graves, et j'ai vraiment, je suis en lien avec beaucoup de femmes qui ont un cancer, et certaines ont un cancer grave. Je minimise pas du tout ça, mais je suis d'autant plus reconnaissante à la vie que moi, j'ai eu la chance d'avoir un cancer qui n'était pas aussi grave que le leur. Tant mieux. Et puis tu as tout à fait raison de le dire, et puis ça, je pense que ça fait moins peur, quoi, comme tu le dis. J'espère. Tu dis dans ce livre, le cancer, justement, lorsqu'il n'est pas trop grave, qu'il est bien pris en charge et que la malade a de la ressource, est un étonnant accélérateur de vie. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi il a accéléré la tienne ? En fait, se taper un cancer fait que tout d'un coup, la mort est quand même beaucoup plus près. C'est que avant, on peut se sentir, surtout la petite quarantaine, j'étais jeune pour avoir un cancer du sein. Il peut y avoir un côté où on se sent invincible. Tout d'un coup, vous voyez beaucoup plus à l'horizon votre propre finitude. Et donc, s'il y a des choses à faire, il faut les faire plus vite. Et donc, il y a plus de temps à perdre. Et donc, je suis retournée travailler
à la rédaction où j'étais parce que on ne change pas comme ça de trajectoire professionnelle, ça demande réflexion et j'ai pris le temps qu'il fallait, mais c'est ce qui a initié le fait que j'ai pu partir à la première dès que les circonstances ont été réunies, j'ai fait ce que je n'arrivais pas à faire depuis des années. Donc je suis partie et ça a été un pas professionnel extrêmement important. Après, c'est un accélérateur dans la mesure où ça me fait gagner du temps dans beaucoup de prises de décision, en fait. Et ça continue. En 2020, il y a eu le Covid. Pendant le premier confinement, avec mon mari, avec mon fils, a émergé l'idée que on voulait déménager. Donc on était en région parisienne, on habitait à Clichy. Rien ne nous laissait supposer qu'on allait déménager, mais en fait on a compris qu'on était prêts et on est parti vivre dans la Drôme, à Montélimar, près de chez ma sœur. Là encore, on a pris le temps de choisir, de décider ça, mais ça s'est fait en quelques mois et ça s'est fait avec un sens du timing qui rétrospectivement continue de nous étonner tellement on n'a pas hésité trop au moment où effectivement, il fallait sauter. Il fallait y aller. On avait une fenêtre de tir qui était pas très très grande, même si on ne s'en rendait pas compte sur le coup. Mais on a vendu notre appartement au bon moment. Mon mari a demandé au bon moment à passer en full télétravail. S'il le demandait aujourd'hui, ça serait une toute autre histoire. Oui. Tout ça, c'est bien enchaîné parce que on était connectés et moi je sais que ce sont des conséquences du cancer où je sais mobiliser mes ressources et je sais être connectée à mon intuition plus qu'avant. Oui. Je fais toujours je fais toujours des conneries, je fais toujours des erreurs, j'ai toujours des peurs irrationnelles et idiotes. On change pas complètement, bien sûr. Hein. Même avec n'importe quelle épreuve, on continue de se tromper et d'être complètement faillible, mais il y a quand même un apprentissage. Je comprends tout à fait. Comment tu qualifierais la Géraldine d'avant la maladie et aujourd'hui la Géraldine d'après la maladie? Qu'est-ce que tu as changé concrètement dans ton quotidien, dans tes rituels? Alors j'ai lu quelque part, puisque je lis beaucoup de toi, que tu t'es aperçue que tu n'étais pas hyperactive, par exemple. Que je ne suis pas hyperactive? Oui. Non, oui, j'ai pas, je pense pas avoir un tempérament comme ça. Comment est-ce que j'étais? Je pense que j'étais plus entravée. Je me suis libérée d'un certain nombre de choses qui me pesaient beaucoup. Et aujourd'hui, je me sens plus connectée à moi-même, plus en lien avec mon intuition, même si je continue d'avoir beaucoup de progrès à faire. Moi, en 2017, je ne méditais pas, je ne faisais pas de yoga. C'était des choses où je me disais que c'était très bien, mais pour les autres. J'ai fait beaucoup de yoga pendant la période de la maladie et les années qui ont suivi. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas par manque de temps et parce que j'ai un rapport à la course à pied qui fait que les journées n'ayant que 24 heures, je fais ce sport-là et c'est celui qui m'apporte le plus de plaisir. Mais je médite tous les matins 10 minutes et c'est très peu, mais en même temps c'est quelque chose qui change la couleur de mes journées. Et puis ça m'a ouverte à l'écriture introspective et ça c'est un vrai cadeau parce que j'étais déjà journaliste quand j'ai eu cette maladie, mais je n'écrivais que pour les autres. Même quand j'écrivais mon blog ou pour les réseaux sociaux, j'écrivais pour mes lectrices, mais ça n'était pas
pour moi. Et à partir du moment où j'ai eu cette maladie, je me suis ouverte au flot de pensée. Donc le fait de laisser jaillir ces pensées sans filtre et uniquement pour moi, pour me libérer de l'espace mental en fait et me connecter à mes émotions. Et ça a été une révélation. On va en parler. C'est le deuxième thème, justement, l'écriture, introspective, mais pas que. Depuis quand, déjà, et pourquoi tu écris? Depuis quand et pourquoi est-ce que j'écris? J'écris vraiment depuis que j'ai mon blog que j'ai ouvert en 2005. Avant je pouvais écrire mais je me dépréciais tellement que je jetais très vite la feuille et ou le journal intime et ça ne durait jamais très longtemps. Je suis journaliste depuis 2009 donc là, ça commence à faire un certain nombre d'années. Et pourquoi est-ce que j'écris? C'est pour essayer d'y voir plus clair. C'est que moi j'ai l'impression dans ma tête c'est le chaos et j'ai beaucoup de mal à savoir ce que je pense, à ordonner mes idées et donc les coucher par écrit c'est ne plus les avoir en tête et c'est pouvoir les voir se matérialiser noir sur blanc et ça m'aide à me sentir mieux. C'est un outil d'apaisement. Je suis quelqu'un d'un tempérament très stressé et ça me permet de mettre les choses à distance. Est-ce que tu peux me parler de cette fameuse méthode flot de pensée? En quoi ça consiste d'abord et les bénéfices? J'ai jamais testé, mais ça me... Le flot de pensée, c'est très simple en apparence. C'est un exercice d'écriture pour soi, sans filtre, de préférence manuscrit. Donc, il vaut mieux prendre un papier, un stylo, plutôt que son clavier et un écran d'ordinateur ou de téléphone, parce que ce ne sont pas les mêmes chemins neuronaux qui agissent. Mais ça marche aussi quand même avec un ordinateur si on préfère. Et c'est dans un espace-temps donné, se laisser aller et déverser sur le papier ce qui nous encombre dans notre tête. C'est nettoyer ces pensées de ces ruminations pour laisser émerger des idées qui sont en dessous, mais qui sont en fait ensevelies par tout notre bazar qui s'accumule au fil du temps et qui nous empêche d'avoir accès à une part de notre inconscient en fait. Et donc en ça s'apparente à une forme de méditation. Mais comment tu fais et qu'est-ce que tu dis à ceux qui ne savent pas par quoi commencer? Moi, ce que je recommande, c'est d'essayer de le faire au réveil parce qu'on est dans un état de semi-conscience qui est extrêmement particulier et qui n'est là que au moment où on s'extrait de sa nuit, de son sommeil et ça ne dure pas. Au bout de quelques minutes, on va avoir le mental qui va revenir au garde à vous et qui va venir te dire que ah mais non, faut pas penser ça, t'es complètement idiot d'aller t'imaginer ça. Alors que quand on est vraiment au réveil, tous ces garde-fous en fait ne sont pas encore en place et donc on peut avoir accès à des pensées qui ne seront plus accessibles le reste de la journée. Donc moi ce que je conseille c'est prendre un cahier, un stylo au réveil. Sur la table de nuit. Et sanctuariser 10 minutes. 10 minutes peuvent vraiment suffire pour avoir un rendez-vous avec soi, en fait. Pour faire un état des lieux et mettre sur la page ce qui vient, ce qui surgit, sans jugement et sans chercher ni à résoudre un problème, parce que alors là, ça devient vraiment très pénible, sans chercher un sens particulier et sans se juger, parce que j'utilise beaucoup l'image c'est comme de cultiver son jardin.
de faire le flot de pensée. C'est que pour cultiver son jardin, on a besoin d'enlever les mauvaises herbes. Alors il y a il y a beaucoup d'amoureux des jardins qui me disent mais les mauvaises herbes c'est très bien. Oui, mais si on veut planter quelque chose et lui donner l'espace pour pousser, il faut quand même dégager le terrain. Et donc, il est nécessaire d'avoir ce nettoyage interne qui va permettre à des choses très fragiles d'émerger. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi personnellement, professionnellement? Qu'est-ce que ça a révélé chez toi? Ah, moi, j'ai des révélations toutes les semaines. C'est d'ailleurs ce qui me motive. C'est qu'en fait, c'est un exercice qui n'est pas dans le plaisir immédiat. Ça demande un effort. Il faut quand même trouver le temps, trouver l'énergie, se confronter à soi. Mais une fois qu'on a fait ces efforts-là, on a un bénéfice qui arrive très vite parce que on se sent mieux après. Et puis, moi, j'ai eu en fait, c'est souvent quand on a des dilemmes, quand on a des décisions à prendre et en fait on hésite, on sait pas trop, on a peur de prendre la mauvaise décision. Moi, je recommande à tout le monde, et là, c'est pas une question de l'écrire le matin, ça marche de toute façon à toute heure du jour ou de la nuit. Si vous êtes dans un dilemme où vous ne savez pas quoi faire, par exemple, pour une décision de travail, est-ce que je prends ce job ou pas, est-ce que je vire cette personne ou pas, ou de faire un flot de pensée où on met par écrit tout ce que tous les arguments pour, contre des uns, des autres en vrac, sans chercher à ordonner, mais on déverse tout ça et vraiment au bout de quelques minutes, eh bien en général quelque chose émerge. On sait davantage. Il y a quelque chose qui s'impose à nous et qui vient en fait de notre inconscient. Incroyable. Et ça n'est pas lié à la. Ça doit être complètement isolé de toute notion de performance ou de qualité de ce qu'on écrit. Oui, c'est pas le but là. Une mauvaise herbe, c'est une mauvaise herbe. Eh bien, on ne cherche pas à faire une jolie mauvaise herbe. On l'enlève, c'est tout. Il vaut mieux que ce soit sur le papier plutôt que dans votre tête. Et donc, si vous trouvez ça moche, si vous trouvez que ça n'a aucun intérêt ce que vous écrivez, dites-vous que c'était quand même ce qui vous encombrait la tête. Il vaut mieux que ce soit hors de vous plutôt que à l'intérieur. Il ne s'agit pas de faire de la littérature et il ne s'agit pas de croire que cet exercice n'est réservé que aux personnes qui savent déjà écrire. À partir du moment où vous savez écrire un chèque, vous savez faire un flot de pensée. Non, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai jamais testé. Et après, tu recommandes de relire ces notes? Non. Non, c'est vraiment. Non, c'est dans le processus. C'est dans le processus que les réponses arrivent voilà, et le bénéfice surgit. Et on peut évidemment se relire. Et il y a plein de gens qui se relisent, mais moi, je recommande de le faire longtemps après. Et se relire, c'est quand même potentiellement s'exposer à son propre jugement. Et donc, ça n'est pas nécessaire pour pouvoir recueillir les bénéfices de l'exercice. Très bien. On va parler maintenant de plus l'écriture par rapport au réseau, par rapport au personal branding. Pierre Lemaître dit « Le processus d'écriture est un processus de réécriture ». Toi, quelle est ta vision et tes conseils en fonction des différents réseaux? Donc, on va dire Instagram, blog, newsletter, livre. Comment tu procèdes? Est-ce que tu es plus sur un flot de pensée, une écriture en fonction de tes émotions que tu ne relis pas forcément, ou est-ce que tu corriges derrière? Moi, ce que j'ai appris en écrivant en réseau, puisque j'ai vraiment appris à écrire avec le blog et puis après avec les réseaux sociaux, avec ma newsletter, ce qui a été extrêmement important pour moi, c'était de comprendre que les gens avaient besoin de lire mes récits à la première personne pour s'identifier à moi et pour que texte après texte, je réalise, je saisisse ce que dans mon expérience, ce qui peut
être suffisamment universel pour que les autres s'identifient à ce que je vis. Et ça, c'est tout un processus où on doit quand même combattre un certain nombre d'a priori en se disant c'est très égocentrique d'écrire à la première personne, de se raconter. En plus, on est quand même dans une société française qui prône le pour vivre heureux, vivons cachés, où il faudrait surtout pas parler de soi parce que ce serait mal poli. Donc il y a pas mal de pensées limitantes à dépasser. Que moi j'ai dépassé année après année parce que j'ai vu à quel point ça, plus je lâchais et plus ça me connectait aux autres et plus on pouvait avoir des discussions profondes. Et moi, j'avais besoin de cet échange. Il y a des personnes qui écrivent pour elles et c'est tout. Moi, j'ai besoin d'être dans un dialogue. Ce sont les autres qui me permettent d'aller plus loin, d'avancer dans mon cheminement intérieur. Et c'est ça qui me guide. Donc après, ça s'adapte pour répondre à ta question. Sur un post Instagram, ça va être très immédiat. Je vais parler de quelque chose d'assez simple que je vais développer davantage dans une newsletter. Et dans le livre, il y a une notion d'intimité qui est beaucoup plus profonde, où je me permets de dire certaines choses dans mes livres que je ne me permettrai jamais de dire sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a la sanction du politiquement correct dans les expressions publiques qui font qu'il y a plein de choses dont on ne peut plus parler. Alors bon, on peut se dire aussi qu'il y a une censure dans les livres, mais moi je l'ai beaucoup moins ressenti, d'autant moins que je ne m'imaginais pas que mes livres allaient devenir des best-sellers qui allaient être extrêmement lus. Donc c'était c'était un espace confidentiel qui faisait que ça invitait à une exploration personnelle qui pouvait être plus intime que ce que je fais en ligne. Il y a beaucoup d'indépendantes qui nous écoutent. C'est majoritairement les gens qui nous écoutent aujourd'hui ou qui aspirent à l'être. Toi, tu animes plusieurs ateliers sur Instagram et puis aussi sur la newsletter. Quels seraient tes conseils, tes astuces pour une bonne communication sur Instagram? Tu vas pas dévoiler ton atelier ici, mais des petits tips que tu peux nous donner en avant-première. Il y a tellement de choses à dire que moi, de toute façon, j'ai envie de libérer les énergies. Donc, je pense que le plus important, c'est de comprendre qu'un compte a besoin d'être incarné et que les gens suivent des personnes et pas des marques, et donc ils ont besoin de savoir qui est-ce qui parle, qui est-ce qui s'exprime derrière le compte. Et donc si vous pouvez vous montrer, c'est bien. Si vous n'avez pas envie de vous montrer, c'est tout à fait respectable, mais à ce moment-là, exprimez-vous à la première personne pour que on sente que vous êtes un être de chair et de sang qui ressent des choses, et c'est par l'émotion que vous allez nous toucher. Et donc il y a une étincelle à faire jaillir pour déclencher le dialogue. Le but sur Instagram, c'est de déclencher une conversation. Donc comment ça va se faire? Ça peut se faire de plein de manières, mais s'il n'y a pas de commentaires, si vous n'avez pas de réaction, c'est qu'il y a encore des choses à ajuster dans votre façon de vous exprimer pour que un dialogue devienne possible avec les personnes que vous recherchez. Donc ça peut être des abonnés, mais c'est souvent, moi dans mon cas, les personnes que je coach, c'est souvent avec un objectif commercial, et donc des futurs clients qu'on cherche à attirer à soi. Et sur la newsletter, moi ça m'intéresse particulièrement parce que je viens de reprendre la mienne pour susciter plus d'engagement autour d'une newsletter. C'est la même logique en fait. C'est le fait de qu'est-ce que je vais aller dire de moi qui va résonner chez l'autre et qui va faire que on va créer une relation où le dialogue va pouvoir s'instaurer. Eh bien ça, c'est plus on donne et plus on reçoit.
Donc, il est important de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir donner qui va pouvoir être utile à notre audience et qui va pouvoir faire que ça va créer un climat de confiance qui va faire qu'il va y avoir une réaction en face et qu'on va pouvoir commencer à créer une relation qui peut-être un jour deviendra une relation suffisamment forte pour que ces personnes paient pour un service. C'est ça. Donc ce sont des relations qui s'inscrivent dans la durée. Il n'y a pas de raccourci. Ça prend des années de se constituer une communauté. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux partir le plus tôt possible. Complètement. On va parler un petit peu du regard des autres. Oser exprimer ses goûts, ses choix de vie, ses émotions, sa vulnérabilité. Aujourd'hui, dans cette société où prime, comme on l'a dit tout à l'heure, la confiance en soi, les rapports de force, le bonheur extrême, c'est un acte remarquable. Toi, quelle est ta relation avec le regard d'autrui? Toi qui donnes autant, justement. Oh là là, c'est compliqué ça. Y a plein de formes de relation à l'autre et je pense qu'on ne se défait jamais du regard de l'autre parce que l'autre prend plein de formes. Et en plus, quand on parle de regard de l'autre, en général, le regard le plus dur, c'est celui qu'on se porte sur soi-même. Notre entourage et notre communauté en général sont bien plus bienveillants que nous. Donc c'est un apprentissage permanent. Le fait de s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier, ça me pousse à réfléchir beaucoup sur mon besoin de validation, puisque c'est intrinsèque à Instagram, c'est bâti comme ça avec les likes, les commentaires, les nouveaux abonnés, et donc je me demande continuellement pourquoi est-ce que je fais les choses. Est-ce que c'est par quête de reconnaissance ou est-ce que c'est par une véritable envie de partage et une véritable envie d'aller vers l'autre. Ça dépend des moments, mais je suis quand même de plus en plus au clair avec ça et c'est ce qui fait aussi que je me suis bien calmée sur le nombre de contenus que je faisais, par exemple, parce il pouvait y avoir des moments où c'était une frénésie par peur du manque, par peur de manquer. Ça nécessite une bonne connaissance de soi et une connaissance des réactions des autres aussi, de s'exprimer en ligne. Donc, c'est un apprentissage permanent. Si on parle de freelancing, toi, tu fais beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, t'as continué ta casquette de journaliste. Oui. Moi, je continue d'écrire régulièrement en tant que pigiste pour le magazine Marie-Claire. D'accord. T'as été voix off aussi sur quelques podcasts, je crois. Oui, j'ai fait quelques podcasts de marque. Quel est ton pourquoi, en fait, ton moteur pour aller vers toutes ces expériences? Moi, je cherche à aller mieux. Je suis dans une quête de bien-être personnel et j'embarque avec moi celles qui veulent. C'est quand même principalement des femmes, même s'il y a des hommes aussi. Et donc, j'aide les gens à s'exprimer à leur tour. J'aide les gens à restaurer leur estime d'eux-mêmes, qui a pu être malmenée, en se connaissant mieux et ça je l'ai appris parce que mes lectrices me le disent continuellement. Je pousse à la réflexion et donc je pousse à la réflexion par du coaching digital où des gens, souvent des solopreneuses, viennent me voir parce que elles veulent lancer un produit, elles veulent vendre des œuvres d'art, elles veulent vendre des coachings ou des services à la personne, et elles ont besoin de se constituer une communauté et elles ne sont pas à l'aise sur Instagram. Donc je les aide à clarifier leur message et à lever surtout leurs peurs, leurs freins, leurs pensées limitantes. Donc
Donc ça, c'est en travail individuel. Je fais des ateliers où je transmets ce que j'apprends en coaching individuel de manière plus accessible à un plus grand nombre. Et puis de manière générale, je transmets ce que j'ai appris concernant mes obsessions, puisque je fonctionne beaucoup aux obsessions pour essayer d'aller mieux. Et j'ai ce travail avec Marie-Claire de vraiment de journaliste art de vivre qui colle à mes obsessions aussi parce que j'ai une très bonne relation avec la directrice de la rédaction et la rédactrice en chef de Marie-Claire qui elles me connaissent bien et donc elles savent m'orienter vers des sujets qui collent à mes préoccupations du moment. Donc c'est un immense privilège. Et puis j'ai des collaborations avec des marques. Voilà, quand on est freelance, il faut pas veiller à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et à varier ses activités pour pouvoir être agile et rebondir en fonction des circonstances, des opportunités. C'est un équilibre très qui est souvent instable mais qui permet de se connaître de mieux en mieux. Donc moi Et d'ailleurs, tu es devenue freelance suite finalement à cette écriture introspective et tu as décidé, suite à cette maladie et cette écriture introspective, de choisir ce statut. Comment c'est venu cette envie d'être comme ça à ton compte? C'était une très grande peur. Moi, j'ai été salariée une bonne partie de ma vie adulte, donc j'avais très peur de ne pas y arriver. J'avais eu un épisode de freelancing où ça s'était pas super bien passé. J'étais un peu dans une phobie administrative à une époque où il était quand même moins facile d'être entrepreneur. Mais il y a eu un moment où toutes les circonstances ont été réunies parce que après mon cancer, de toute façon, je savais que je voulais quitter la rédaction de l'Express, mais j'attendais les bonnes circonstances. Elles se sont finalement présentées au moment où il y a eu une revente et donc une clause de cession. Et on sait quand on est journaliste en France que les clauses de cession, c'est un moment où on peut partir avec des bonnes conditions financières. Et donc ça a été une opportunité pour moi. Et c'était le moment où de toute façon j'avais beaucoup à essayer par moi-même et à expérimenter et il était temps que je construise sur mesure mon propre job. Est-ce que tu as confiance en toi aujourd'hui? La confiance en soi, c'est un truc que j'ai vraiment amélioré avec l'âge, avec la maturité, avec un très gros travail sur moi, donc de 20 ans de psychothérapie, c'était vraiment de la restauration de confiance en soi. Je suis pas, enfin, je pense que ça continue d'être quelque chose qui a besoin d'être travaillé parce que je suis quelqu'un qui continue de beaucoup douter, mais en tout cas, il y a un bon socle d'estime de moi qui fait que j'ai une sécurité intérieure qui est suffisante pour pouvoir m'appuyer dessus pour avancer et pour être relativement équilibrée, même si j'ai un tempérament anxieux qui fait que ça ressurgit quand même facilement. Je fais avec. Alors comment tu prends confiance en toi et comment tu trouves tes clients? C'est deux questions un petit peu en une, mais trouver mes clients, c'est le fait de se constituer année après année une communauté. Ouais. C'est vraiment un travail de très longue haleine où en fait je crée un climat de confiance qui fait que ce sont les personnes qui viennent à moi quand je leur propose des services parce que elles me connaissent déjà, elles sont déjà elles en confiance et donc elles arrivent avec une problématique particulière à laquelle moi je me propose pour laquelle je me propose de pouvoir les aider. Il y a pas vraiment de démarchage. En revanche, je suis très au clair sur ce que je propose et je n'hésite pas à faire de l'autopromotion pour essayer d'être clair sur ce que je propose. Mais là encore, c'est extrêmement perfectible et je pense que on n'en fait jamais assez. Et moi, je suis pas
je ne fais pas de matraquage de mails. Je suis vraiment très très soft. Je n'utilise pas tous les moyens marketing pour vendre, et je parle assez peu de mon coaching, par exemple. Les gens arrivent par le bouche à oreille et par le fait que j'en parle parfois, mais j'essaie d'en parler plus parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'ai envie que ça se sache. Mais je suis tellement occupée par la constitution du prochain atelier, par mes articles pour Marie-Claire, que finalement je laisse quand même pas mal les personnes venir à moi. Oui, parce que c'est ce que je dis toujours, mais la communauté n'est pas égale, malheureusement, à chiffre d'affaires, ça se saurait. Et c'est vrai que parfois, c'est compliqué parce que les gens savent pas trop aussi, surtout quand on est freelance, sur quoi te contacter, et c'est des choses comme ça, quoi. Oui, c'est une question très intéressante parce que moi, je me suis rendu compte qu'on pouvait se perdre à créer des contenus pour sa communauté, mais que sa communauté, ce ne sont pas les clients. Il y a évidemment les clients dans la communauté, mais il y a aussi plein de personnes qui ne seront pas prêtes à payer pour quelque chose que vous allez créer. Et donc, c'est avec le temps que j'ai réalisé que puisque mes journées n'ont que 24 heures et puisque j'ai une énergie limitée, autant me concentrer sur les personnes qui ont déjà manifesté le fait qu'elles voulaient aller plus loin, qui ont déjà payé pour aller dans une relation plus approfondie. Et donc, je développe de plus en plus les micro-communautés par groupe WhatsApp. Quand je fais un atelier, très souvent, je crée un groupe WhatsApp pour relier les inscrites entre elles, et je continue d'essayer d'animer. Et ça, je l'ai appris tard. Au départ, je me disais que je pouvais pas être sur tous les fronts en même temps, et donc je laissais les groupes s'autogérer. Et en fait, j'ai revu ces derniers mois mon rapport à Instagram où je suis beaucoup plus en retrait, et donc j'ai récupéré du temps que je peux mettre au plus près de personnes avec qui je peux tisser des relations plus profondes. Finalement, c'est pas qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, c'est juste qu'il y en a qui ont manifesté le fait qu'elles avaient envie d'aller plus loin et que on pouvait tisser des liens beaucoup plus profonds. Et donc, je privilégie ces liens-là aujourd'hui. Et donc, ça resserre les liens avec des clientes potentielles. Et donc, tout le monde y gagne. Quelle est ta relation à l'argent? Comment tu fixes tes prix? Comment je fixe mes prix? Alors, ma relation à l'argent, moi, je suis plutôt quelqu'un qui a du mal j'ai du mal avec le fait de compter, et j'ai très peur de manquer, mais ça, là encore, la maturité fait que je m'améliore d'année en année. Je distille de plus en plus de rationnel dans tout ça. Et en revanche, pour fixer mes prix, c'est pas trop un problème, parce que je m'en voudrais tellement si je me fixais des prix pas qui correspondraient pas à la valeur que moi je m'accorde, que ça ne sont pas des. J'estime que ce sont des prix justes que j'ai fixés en étudiant le marché. Et en mesurant combien de temps les choses me prennent. Mais c'est extrêmement personnel, et donc il y a des personnes qui trouvent que mes coachings sont trop chers, et puis il y a des personnes qui trouvent que mes ateliers pourraient être plus chers. Eh bien, moi, j'estime que c'est le prix juste pour moi, mais tout ça reste de toute façon subjectif. On va parler un petit peu de famille, de ton équilibre, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. C'est quoi pour toi le secret du bonheur et de l'équilibre pro-perso en famille? Si je connaissais le secret, ça se saurait. Non, c'est pas, il y a pas de secret et il y a pas de recette, et je galère comme tout le monde. Il y a des moments où ça bascule dans trop, je travaille trop.
Et puis il y a des moments où je me trouve pas assez efficace dans le travail. Je pense que c'est plus une question d'harmonie que d'équilibre. C'est que on a des contraintes, on recherche son plaisir, sa satisfaction, et donc on essaie de trouver quelque chose qui fasse que ça tienne à peu près debout à un moment, alors que c'est tout ça, tous les paramètres sont toujours en train de changer, et donc tout ça est très est instable par essence. Il se trouve que d'avoir une relation forte avec son conjoint, c'est déjà énorme. Pour moi, en tout cas, il y a plein de personnes qui vivent seules et qui sont très bien seules. Moi, j'ai construit ma vie avec quelqu'un qui m'apporte énormément de force au quotidien. Et puis je mets ma priorité sur mon équilibre familial. On est parti vivre dans la Drôme à Montélimar pour être en famille aussi. C'était vraiment une grande volonté de ma part, de notre part, alors que mes parents sont âgés et que on sait que on veut en profiter tant qu'on peut. Donc on est devenu une tribu parce que mes parents ont déménagé en même temps. D'accord, parce que c'est très facile de se croiser dans des villes comme Paris en couple et de se croiser, d'aller de soirée en soirée et de s'oublier finalement. Et c'est oui, nous ça a été une vraie volonté de notre part, mais parce que on s'entend tous bien. Mais là encore, c'est aussi quelque chose qui se travaille. Mais on a quand même des héritages qui sont plus ou moins lourds. Moi, j'ai quand même été très très gâtée de ce côté-là. On va finir par des petites questions. Alors, j'en ai zappé pas mal entre nous, mais je pouvais pas tout mettre. Bon, J'en ai juste une que j'avais envie de te poser avant. Est-ce que pour toi, le bien-être est compatible avec la productivité? Comment, en fait, tu aménages ta vie de freelance en étant à la fois productive et à la fois en préservant ton bien-être? C'est une bonne question, ça. Bien sûr que le bien-être favorise la productivité. En revanche, chercher la productivité à tout prix, c'est se mettre une telle pression que la créativité, elle se barre en courant dans ces moments-là, parce que la créativité, elle a besoin de musarder, elle a besoin d'une disponibilité. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de me faire confiance, de me dire que, oui, il y a des moments où il faut cravacher, il faut aller vite, mais il y a aussi des moments où il faut essayer, il faut expérimenter. Et, ça prend du temps, et parfois, on se plante, hein. On se retrouve dans des impasses, hein. Et c'est parce qu'il y a ces moments-là que, quand on avance, on savoure, mais c'est aussi ce qui est génial en étant freelance, c'est que je n'ai plus de compte à rendre qu'à moi, donc de toute façon, c'est moi qui en subirai les conséquences, et je fais les choses à ma manière. Et faire les choses à sa manière, mais c'est l'œuvre d'une vie. C'est de réussir à mettre à distance l'influence des autres qui vous disent tu ferais mieux de faire comme ci, tu ferais mieux de faire comme ça. Non mais toi tu fais comme ça, t'es folle, tu te rends compte du temps que tu perds. Oui, je m'en rends compte, mais en fait je vais le faire quand même à ma manière. Et si vous n'êtes pas content, tant pis, parce que de toute façon c'est mon affaire. T'as des journées types, toi, ou des semaines types? Oui, moi je suis je fonctionne par habitude et par rituel et par l'amélioration permanente. Donc, je suis toujours en train d'expérimenter, de m'observer et d'ajuster. Je suis quelqu'un de très discipliné, rigoureuse, et j'adore observer sans jugement et voir ce qui se passe et noter et essayer de faire mieux la fois d'après. Ça donne on revient sur le fait que c'est ma façon de trouver du sens au chaos quelque part. On va finir par des questions. Qu'est-ce que tu dirais à la Géraldine de 20 ans de moins? Alors l'idée c'est d'y répondre sans trop, avec des réponses assez courtes.
T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu as réalisé ce rêve, finalement, d'être indépendante. Quels sont tes prochains rêves ? Mon prochain rêve, c'est de réussir à vivre bien de mes activités. Je suis encore en train de les développer et financièrement, j'ai encore un équilibre à trouver et je m'y emploie. Les outils, business, organisation, ce que tu veux, qui t'aident au quotidien. Mes carnets et Excel. Ta plus grande leçon personnelle ou professionnelle de ces dernières années? D'apprendre à faire les choses à ma manière. De me faire confiance plutôt que d'écouter les conseils des autres. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet qui leur tient à cœur, mais qui n'osent pas? D'écrire. Commencez par écrire tout ce qui vous passe par la tête et ça va vous permettre d'affiner ce que vous avez envie de faire. Est-ce que tu peux me citer une ressource qui t'inspire? Alors avant, j'étais juste sur les livres, mais maintenant, livres, films, podcasts, ce que tu veux. Ah, c'est d'abord la lecture. Je pense que c'est le plus important. On est passé par tellement d'expériences humaines que autant lire ceux qui sont passés par là avant. Et quel livre, par exemple, que tu conseillerais? Je l'ai lu il y a longtemps maintenant, quand j'étais malade, mais L'éveil des sens de John Kabat-Zinn, c'est ce qui m'a vraiment connecté à la méditation et à une forme d'observation de moi-même que je continue aujourd'hui. Les mots qui t'inspirent? Les citations préférées? Mes citations préférées? Je sais pas, les chansons de Patti Smith peut-être. Tes routines, justement, rituels, on en a un petit peu parlé, mais pour rester bien physiquement et mentalement, et ne pas dépasser tes propres limites. Il y a l'écriture, bien sûr. Ah mais moi j'ai des tonnes de routines. J'ai en particulier beaucoup de rituels matinaux. Je me lève à 5 heures tous les matins. J'écris, je vais courir tous les matins, une demi-heure. Je prends mon petit déjeuner à 8 heures avec mon mari. J'ai besoin de ne pas avoir à réfléchir le matin et de pouvoir faire tout ce qui me plaît. Et donc pour que tout rentre sans stress, tout ça est minuté, rodé, et c'est un grand plaisir de suivre rituel après rituel jusqu'à ce que j'arrive à ma table de travail et que je me lance dans du deep work, ou qu'en tout cas j'essaie. Ce podcast encourage chaque personne à devenir acteur de sa vie, une personne que tu aimerais entendre, que tu n'entends pas forcément sur des podcasts. Qui est-ce que j'aimerais entendre? Qu'est-ce qui pourrait être bien? Lise de Tendance de mode. Hein. Si tu réussis à la convaincre, je serais très très heureuse d'écouter ses réponses. Et c'est quoi pour toi devenir acteur de sa vie? Devenir acteur de sa vie, c'est accepter de se regarder sans se juger. Merci beaucoup, Géraldine. Merci à toi, Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.